marché. En tout cas, tout de suite, on se dirige vers la prochaine table ronde qui va questionner la solidarité et les politiques publiques. Donc, je demande à Jean-Benoît Dujeul, Noël Corbin et Benjamin Abdan de venir sur scène. Et le temps qu'ils montent, je vais en profiter pour les présenter. Allez-y, messieurs. Jean-Benoît Dujeul, donc le directeur général de la cohésion sociale. Noël Corbin, délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture. Et Benjamin Abdan de l'initiative Prêche Stock. J'ai essayé, mais Benjamin va arriver mieux que moi à le faire. Alors attendez, on va faire un petit transfert de place, parce que c'est ça les PEP, c'est s'adapter. Mais non, il faut s'adapter, il faut rebondir, il faut être agile, il faut être souple. Et voilà, je me mets ici, je suis très bien ici d'ailleurs. Ça me donne une autre perception de la salle. Merci à vous. Nous allons donc ensemble parler de solidarité et de politique publique, avec vous également, puisque c'était ma promesse initiale lorsque je vous avais évoqué vos questions dans la salle, le plaisir de pouvoir recueillir vos interrogations et cette interactivité qui nous est chère est permise par un événement physique. Donc des micros seront là de part et d'autre. Donc j'hésiterai pas à vous solliciter avant la fin de cette table ronde pour que vous puissiez être acteur aussi de notre discussion. On va démarrer avec vous, Jean-Benoît Dujeul, directeur général de la cohésion sociale, peut-être avec un propos introductif, puisqu'il va être question de solidarité au cours de cette table ronde. Je pense que c'est important aussi de la définir, cette solidarité. Expliquez-nous donc votre mission qui est transverse, puisque vous êtes sous la tutelle tout de même de 5 ministères et secrétaires d'État. Jean-Benoît Dujeul, vous avez une magnifique place qui était la mienne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord de m'accueillir ici. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux en fait d'être avec vous cet après-midi ici à Montpellier, parce qu'on est avec les PEP. C'est une association pour laquelle j'ai énormément d'estime. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Madame la Ministre, Dominique Gillot, que je salue quand j'ai exercé d'autres responsabilités en matière d'éducation populaire. Et je suis frappé par la singularité de cette association qui est au carrefour, ça a été dit par les intervenants de tout à l'heure, de plusieurs ambitions. Ça a été dit par les ministres aussi, en termes d'engagement, d'éducation populaire, de solidarité, de politique sociale. Il y a quelque chose qui relève d'une forme de synthèse de toute une série de valeurs auxquelles, évidemment, moi, je suis aussi très attaché et que j'essaye de faire vivre dans la mission qui est la mienne aujourd'hui comme directeur général de la cohésion sociale, fonction que j'ai prise tout récemment. Et j'étais heureux, du coup, de recevoir votre invitation et de recroiser le chemin des PEP quelques années après l'avoir croisé, au moment donc où je m'occupais d'éducation populaire. Et quand je vois le discours qui a été tenu notamment par votre président, décrivant à la fois l'histoire et les activités aujourd'hui de l'association, je suis frappé par les points de convergence qu'il y a avec l'action de la Direction générale de la cohésion sociale, qui est une direction, comme son nom l'indique, qui s'occupe de solidarité dans toutes ses dimensions. Lutte contre la pauvreté, politique de l'enfance, politique de la protection de l'enfance, prise en charge du grand âge, prise en charge des personnes en situation de handicap. On essaye d'embrasser l'ensemble de ces domaines d'action qui ont, du point de vue de l'État, je le dis, une caractéristique un peu complexe et qui rend notre rôle un peu paradoxal, qui sont des politiques qui sont très décentralisées. Pour 90% de mon domaine d'intervention, on est sur des politiques qui sont soit partagées, soit portées par d'autres. C'est vrai si on pense au RSA, qui est de la responsabilité du département. C'est vrai si on parle de la dépendance, qui est partagée avec les départements. Et idem sur le handicap. Et je ne parle pas de la protection de l'enfance, qui est largement, même si ça repose beaucoup sur les associations, une compétence qui est mise en œuvre par les départements. Et le rôle que l'on a du côté de l'État, c'est d'essayer d'impulser, d'animer, de réglementer, parfois aussi de contrôler l'exercice de ces politiques publiques. Alors, ce sont des domaines qui peuvent apparaître très disparates, comme peut-être l'action des PEP peut paraître très disparate, mais je ne crois pas qu'elle le soit, si disparate que ça. En réalité, il y a des éléments de fil rouge et de cohérence qui sont très importants et qui renvoient à la notion que vous évoquiez de solidarité et de vulnérabilité. Moi, je pense que le point commun de l'ensemble des domaines d'action de la DGCS, et je crois que c'est celui aussi des domaines d'action des PEP, c'est cette question de la protection des personnes vulnérables. Et quand je dis protection, je veux dire au sens large du terme, dans une logique aussi d'éducation populaire, de pouvoir d'agir et de mettre les gens en capacité, en dépit des difficultés, des vicissitudes, des contraintes, de vivre leur vie et de construire un parcours cohérent. M'inviter donc à m'interroger sur cette notion de solidarité et de vulnérabilité. Et évidemment, ce serait
impossible de ne pas faire référence au fondateur de l'association, puisque tout le monde l'a fait à cette tribune, et je veux le faire à mon tour. Moi, j'avoue que je n'avais pas révisé mes cours d'histoire, et j'avais perdu de vue, malheureusement, que c'était bien Léon Bourgeois qui avait fondé cette association. Et je veux dire quand même que je ne suis pas très surpris de m'en rappeler aujourd'hui en étant à vos côtés cet après-midi, puisque ça a été rappelé. Il n'a peut-être pas inventé la solidarité, mais il a inventé le solidarisme. Et c'est cette idée, alors à l'époque, évidemment, on est quelques années avant la création des PEP, on est à la fin du 19e siècle, quand il accède à des responsabilités gouvernementales, et il cherche une sorte de voie médiane. C'est souvent comme ça qu'on présente en cours d'histoire le solidarisme, entre le libéralisme très fort, hein, qui régnait du point de vue économique à la fin du 19e siècle en Europe et dans le monde, et puis le socialisme, et notamment le futur socialisme soviétique, dans une époque pré-révolutionnaire hein, dans la Russie de l'époque. Et c'est cette idée, non pas de tempérance, mais d'interdépendance. C'est qu'on a des devoirs, on n'est pas simplement des individus atomisés, on se doit un certain nombre de choses parce qu'il y a une interdépendance fondamentale dans la condition humaine et sociale, et cette responsabilité, elle doit pouvoir s'exercer dans une politique de solidarité et de protection des plus faibles. C'est ce qu'il a prêché, en quelque sorte, si j'ose le mot, à la fin du XIXe siècle. C'est ce qu'il a mis en œuvre avec la présidence et la création des PEP. Et c'est ce qui nous anime aujourd'hui, vous, au PEP, et je crois, nous, à la DGCS, pour essayer de faire vivre ces politiques publiques de solidarité. Merci beaucoup Jean-Benoît Dujol, et encore une fois merci d'avoir rappelé les origines qui sont toujours intéressantes. Noël Corbin, délégué général à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture. On voit qu'il y a beaucoup de ministères qui sont représentés ici depuis le début de ces journées, et ça fait plaisir, ça prouve à quel point effectivement la cause est transverse et concerne tout le monde. Et merci à tous de votre implication et de votre venue, j'en profite pour le rappeler, ici sur cette scène. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir convié. Le ministère de la Culture est en partenariat avec les PEP depuis quelques années. Moi, je suis très, très heureux d'être là. Évidemment, je souscris à tout ce qui a été dit. Et plus j'entends ce qui se dit, plus je me dis que au ministère de la Culture, nous avons une place, nous avons des cartes à jouer avec vous, ensemble, quel que soit le champ dans lequel vous intervenez. Et en écoutant Madame Gillot, en écoutant les diverses personnes qui ont pris la parole parler, je notais certains mots: personne active de sa prise en charge, l'autodétermination, le bien-être, la citoyenneté, le développement durable, la conquête par les personnes de l'estime d'elles-mêmes, le fait de considérer une personne à partir de sa propre expérience. Tout ça, ce sont des concepts que dans la délégation que je dirige, qui porte le terme de démocratie culturelle, et c'est un mot nouveau dans l'organisation du ministère de la Culture, on parle beaucoup de démocratisation culturelle, mais on parlait assez peu de démocratie. Et les deux sont parfaitement complémentaires. La démocratisation culturelle, voulue depuis, puisqu'on fait un peu d'histoire politique, je remonterai beaucoup moins loin que toi, Jean-Benoît, mais lorsque André Malraux a été ministre de la Culture, il a écrit au fronton du décret de 1959 sur ses compétences la politique d'accès à la culture. La mission essentielle du ministère de la Culture, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres majeures de l'humanité, et au premier rang desquelles de la France. Force est de constater, 60 ans plus tard, que certes ça marche, mais que ça ne marche pas partout, que ça ne suffit pas. On a des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français qui montrent que entre une personne qui habite dans une zone rurale, une personne qui habite dans une zone urbaine, entre quelqu'un qui est ouvrier, quelqu'un qui est cadre sup, il y aura 20, 30, 40 points de pourcentage d'écart sur l'accès au spectacle vivant, à la musique classique, au cinéma. Et ce qui fait ce qui fonde notre action au ministère de la Culture, c'est qu'on est convaincu de l'importance de la culture dans la vie de chacun, que la culture est un fait humain. Moi, je refuse en fait de parler d'accès à la culture, parce que chaque être humain est un être de culture. C'est ce qui définit notre humanité, avec une histoire, une mémoire, avec un parcours de vie, avec des rencontres, avec parfois peu de rencontres avec le monde officiel de l'art, le monde de la culture, mais avec un bagage culturel. Et la volonté de cette délégation à la démocratie culturelle, elle est justement de faire de la culture un droit de l'humain et d'utiliser la culture aussi dans la force qu'elle peut avoir pour
ravauder les territoires, rapiécer les chaînes qui sont distendues, réparer les vivants et faire en sorte que chacun puisse se saisir de l'art pour mieux vivre et de la culture pour mieux vivre ensemble. La culture, elle est fondamentale en termes de construction d'une cité. Regarder, aller au spectacle, qu'est-ce que c'est ? C'est applaudir ensemble. Et le moment où tout le monde applaudit ensemble est un moment d'unité, est un moment où on se retrouve. Il y a trop de nos concitoyens qui sont privés de cela. Et notre travail, notre volonté, à la délégation que je dirige, territoire, démocratie, c'est d'aller partout justement où ça n'est pas évident. Trop souvent, on entend, et dans nos parcours de vie, on a des histoires différentes. Moi, j'ai beaucoup entendu, la culture, c'est pas pour moi. Entrer dans une galerie d'art, ça fait peur. Les gens, ils sont pas sympas. Faut vraiment être parfois bien accroché pour en franchir la porte. La porte d'un musée peut faire peur. La question du franchissement de la porte est importante. Les acteurs culturels, les établissements culturels font un travail magnifique pour aller vers nos concitoyens. Nous souhaitons partir d'eux et construire des parcours où la culture va rencontrer le sport, la jeunesse, le grand âge, la petite enfance, pour apporter ce qu'elle peut apporter dans la construction de chacun. Merci beaucoup. Puis on notera la référence culturelle de réparer les vivants. Vous êtes bien un homme de culture. Réparer les vivants, c'est aussi une de vos missions, Benjamin Abdan, puisque vous êtes à l'origine de cette initiative qui s'appelle, aidez-moi, Europe Prérestock. Prérestock, voilà, je ne sais pas bien le prononcer, mais je connais sa signification qui veut dire refuge, c'est bien ça ? Exactement. Alors expliquez-nous cette initiative, et puis vous voyez, on est passé de la Direction générale de la cohésion sociale à la culture à maintenant une dimension aussi internationale. Exactement, ce que vous disiez, ça m'a rappelé un souvenir. Moi, ma famille vient d'ailleurs, ce sont des juifs berbères qui viennent du sud du Maroc et qui ont dû à un moment quitter leur pays à cause de l'intolérance, qui se sont retrouvés dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de familles comme les nôtres. Et je me souviens du sentiment que j'avais quand je devais aller à l'entraînement de tennis le mercredi, qui était une de ces portes qui était difficile parfois d'ouvrir. Mais j'y allais avec un sentiment de joie et de plénitude parce que là-bas, il y avait quelqu'un, un entraîneur, dont je me souviens du prénom, Philippe, qui était lui pleinement de la ville, pleinement de France, et qui m'a accueilli complètement, avec qui j'ai appris non seulement les techniques du tennis, mais qui m'a donné beaucoup de son temps, qui m'a donné beaucoup de sa générosité, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. Cette confiance-là, le fait que lui m'ait ouvert les portes, ça m'a permis de trouver ma communauté. Et c'est une confiance sur laquelle je me suis appuyé pendant ma carrière tennistique qui n'a pas été extrêmement longue, mais beaucoup plus pendant ma vie. Et quand la guerre a éclaté en février, quand la Russie a agressé l'Ukraine, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Je crois que comme tout le monde ici, j'ai été choqué, surpris, même si on en parlait depuis un certain temps. Et je me suis demandé, pour ces gens qui sont juste à côté, sur ce territoire qui est aussi le nôtre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire. J'avais des projets, je devais retourner aux États-Unis à ce moment-là. J'avais un accord pour enseigner dans plusieurs universités. C'était prévu, c'était organisé. Mais j'ai décidé finalement de changer mon programme, de changer le lieu où je devais habiter, de rester en France pour faire en sorte d'essayer, dans la position qui était la mienne, c'est-à-dire en ayant travaillé avec beaucoup de fondations au niveau international, en ayant travaillé à l'international auparavant, d'essayer d'inventer quelque chose d'un peu nouveau, d'essayer de voir ce qui était possible de faire pour soutenir ces personnes là-bas dont j'entendais et j'entends toujours qu'elles avaient besoin. Je crois qu'on a tous et toutes étaient contraintes de s'adapter, de faire un pas de côté, d'écarter un petit peu les lignes du temps et de fonctionner de manière un petit peu inhabituelle pour faire face à la situation. Et la situation, encore aujourd'hui, c'est qu'il y a la guerre chez nous, sur notre territoire, que chaque jour et à l'instant où nous parlons, il y a des alertes à la bombe, il y a des villes qui ont l'électricité coupée, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont plus le chauffage et qui ont froid. Il y a des enfants qui sont traumatisés. Il y a la majorité des enfants du pays qui, aujourd'hui, étudient chez eux parce qu'il n'y a pas d'abri dans les écoles. Donc ça fait la 3e année d'affilée que ces enfants apprennent. Il y a des enfants qui ont peur, il y a des enfants qui ont froid. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont perdu
des personnes au front. Il y a des milliers de morts. Et je ne peux que parler de manière allusive de toutes les violences sexuelles qu'il y a par rapport aux femmes, toutes les personnes qui ont rencontré un moment ou un autre sur le front l'armée russe. Et par rapport à cette urgence, qui est une urgence malheureusement qui dure, mais qui ne fait que s'approfondir parce qu'elle dure, eh bien, ce que j'ai pu faire, en fait, ce que nous avons pu faire ensemble, surtout ce que vous avez pu faire, c'est en travaillant avec les collectivités locales, avec les associations locales, là-bas en Ukraine, de pouvoir apporter un répit, un soutien aux victimes, aux personnes qui ont été les plus touchées. Et ce que nous ont dit là-bas les gouverneurs, les maires, c'était que les personnes qui en avaient le plus besoin, c'était les enfants. Et ce dont ils avaient le plus besoin, c'était de venir en France pour avoir un moment de répit, pour pouvoir souffler un moment, un petit peu, pour qu'on leur ouvre les portes avant de retourner en Ukraine. Donc c'est ce que nous avons fait, ce que vous avez fait cet été en travaillant avec plusieurs régions. Et il y a maintenant d'autres perspectives de très court terme comme de moyen terme pour apporter de la solidarité à ces personnes qui en ont besoin et qui expriment beaucoup de gratitude par rapport à toutes les personnes ici qui leur ont apporté confiance et répit. Voilà, si effectivement Benjamin dit ce que vous avez fait, c'est qu'on rappelle que les PEP ont été évidemment des partenaires actifs, ont accueilli des enfants sur tout le territoire. On aura l'occasion d'en reparler dans cette seconde table ronde. Juste un petit élément de complément. Vous parlez justement de ces enfants en Ukraine. Ce sont des enfants qui pour la plupart sont orphelins ou ont perdu l'un de leurs parents. Et là encore une fois, on revient aussi à l'origine même de la mission des PEP et des pupilles de la nation, comme quoi l'histoire n'est jamais très loin, et encore plus que lorsqu'on est en temps de guerre, puisque ça rappelle parfois une sombre mélodie historique qu'il tient à nous d'arriver à transcender et pour éclairer justement d'autres chemins. Et vous y participez, Benjamin, avec votre initiative Prechtok. Personne ne sera là pour me contredire. Jean-Benoît Dujeul, juste avant de donner la parole au public, pour essayer de comprendre aussi, parce on a entendu vos propos, mais je crois qu'on a aussi parfois besoin d'exemples. Est-ce que vous auriez un exemple concret par rapport à la mise en place de cette solidarité? Je sais que c'est toujours compliqué parce que on l'a vu, votre périmètre d'action est multiple, mais est-ce que, je ne sais pas, il y a un exemple que vous pourrez nous partager qui vous semble particulièrement marquant? Ce serait compliqué de citer un exemple. Je voudrais insister sur un moyen qui est commun à l'ensemble des actions qu'on essaye de mettre en œuvre et qui est une préoccupation très partagée par les PEP, puisque ça a été au cœur du discours de votre présidente, et d'ailleurs les ministres qui sont exprimés par voie de message y ont fait également allusion. Et ce n'est pas un hasard si c'est aussi haut dans la chaîne des priorités, c'est parce qu'il y a une forme d'urgence aussi qui s'attache à cette question, c'est la question des métiers et des professionnels. Et puis c'est le thème de la journée qui est la vôtre aujourd'hui. Il y a une manière peut-être un peu paradoxale pour des gens comme vous, puisque vous y êtes attelés en quelque sorte, il y a une crise des vocations dans les métiers du social, du lien, du soin. C'est vrai aussi en matière de santé. Vous savez qu'à DG16, je l'ai dit, on est à la frontière du social et du médical. On est aussi dans ce qu'on appelle le médico-social. Et c'est une crise des vocations qui est profonde et qui touche l'ensemble des domaines, y compris certains domaines qu'on pouvait imaginer comme un peu préservés de cette situation. Je pense à la petite enfance. C'est compliqué de trouver une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puéricultrice, alors que c'était plus facile qu'il y a encore quelques années. Et évidemment, quand on parle d'aide-soignants, d'AVS, d'auxiliaires de vie sociale, c'est aussi très compliqué de trouver des professionnels. Et ça met en péril le fonctionnement des structures. On gèle des sections, on n'ouvre pas des places, on ferme certaines structures faute de trouver des personnes. Et c'est un défi qui, du coup, vous concerne au premier chef, qui concerne évidemment au premier chef l'État. C'est vrai dans d'autres domaines, comme l'a dit Sarah El Haïry tout à l'heure quand elle évoquait l'accueil des loisirs. Là aussi, dans les accueils collectifs de mineurs, c'est compliqué de trouver des professionnels qualifiés et compétents. Cet été, quand on a pris un arrêté, un décret longuement commenté sur les dérogations au taux d'encadrement en matière de crèche, pour dire rapidement, on a été assez critiqué, mais c'était une façon pour nous d'essayer de gérer cette pénurie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Nous, on est pleinement mobilisés pour la revalorisation de ces métiers. D'ailleurs, il y a des enjeux qu'il ne faut pas sous-estimer, qui sont des enjeux financiers et pécuniaires, de rémunération. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de l'importance, en réalité, de ces métiers, qui va très au-delà de la rémunération qu'ils commandent aujourd'hui. Mais je voudrais insister sur un fait, c'est que sur ces questions, dans les domaines du social et du médico-social, le gouvernement, l'État n'est pas resté l'arme au pied. Il y a eu des exercices successifs de revalorisation qu'on peut-être été gérés de manière un peu
un peu compliqué avec une forme de feuilleton, le Ségur, les accords Laforcade, la filière socio-éducative, les oubliés du Ségur, qui aura les 183 €, qui aura les 110 €. Je reconnais qu'en termes de communication politique, ça n'a pas forcément été toujours une grande réussite. Mais c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été mobilisés sur le sujet. De la même façon, il y a eu, vous l'avez noté, une revalorisation du point d'indice de la fonction publique qui a été transposée au secteur sanitaire et social via un accord à venir dans la branche de l'action sanitaire et sociale. Et là aussi, c'est évidemment plusieurs milliards d'euros de pouvoir d'achat qui est remis sur la table. Mais évidemment, on ne peut pas résoudre et réduire ces questions d'attractivité à des questions monétaires, même s'il ne faut pas les éluder. Il y a tous les enjeux qui ont été évoqués de sens, de conditions d'exercice et de qualité de vie au travail. Et moi, il y a un point qui me frappe beaucoup depuis que j'ai pris mes responsabilités, c'est quand on regarde le taux d'accident du travail dans les domaines qui sont les vôtres, dans le sanitaire, le social et le médico-social. On est sur des taux de sinistralité qui sont 3 fois supérieurs à la moyenne. Il y a des accidents du travail de manière 2 fois plus fréquente que dans le bâtiment, dans les métiers qui sont les vôtres. Et c'est à la fois des problématiques somatiques, c'est des blessures, c'est des chutes, c'est des troubles musculo-squelettiques, mais c'est aussi des problématiques psychologiques, et des phénomènes d'épuisement professionnel, de burn-out, qui sont liés évidemment à l'insuffisance des professionnels. Donc il y a un véritable cercle vicieux qui se met en place. Et pour le coup, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est une action ambitieuse en matière de sécurité sanitaire au travail et de qualité de vie au travail, justement pour redonner un peu aussi envie et rassurer les salariés dans ces domaines. Oui, c'est intéressant, effectivement, les accidents du travail, parce que ça passe encore sous les radars médiatiques, je trouve, alors qu'on a quand même quelques alertes, quelques rapports qui sont assez alarmants, et comme vous le disiez, ce sont aussi le symptôme d'un surmenage et les conséquences des phénomènes décrits plus bas. Peut-être une question dans la salle pour rebondir sur le début de ces échanges, puisque la question justement du recrutement semble primordiale, et c'est vrai que la question des salaires ne résout pas tout, on l'a vu, puis la question des salaires par définition peut susciter un sentiment d'inégalité aussi, en se disant pourquoi lui et pas moi, pour parler directement, et on voit qu'on est aussi dans une période de quête de sens que les augmentations de salaire forcément n'arrivent pas toujours à combler. Alors j'avais promis de l'interactivité, est-ce que vous êtes à la hauteur de cette promesse ? Oui. Alors j'attends vos questions, il y a des micros qui sont pas très loin, donc n'hésitez pas à poser votre question, à prendre la parole. Nous sommes ensemble déjà depuis 14 heures, ça fait 2 heures que vous êtes dans cette salle en tant que spectateur vigilant, actif, mais maintenant vous pouvez prendre la parole. N'hésitez pas à lever la main, voilà, on va le faire justement comme un petit peu comme à l'école. Et comme à l'école, je vais regarder les derniers rangs. C'est toujours compliqué de se lancer pour la première fois, hein. Donc, pas de questions pour l'instant. Bon, en fait, ça sert à rien de vous promettre l'interactivité, quoi, en fait. Hein. Non, je rigole. Question, pas de questions encore ? Ah, une question. Une question dans les premiers rangs, comme quoi c'est pas un hasard. Hein. Les gens qui sont installés au premier rang sont quand même assez vigilants. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas trop une question, c'est plus une réaction sur la question de l'attractivité des métiers, sur la question de la revalorisation et des oubliés du Ségur. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste balayer d'un revers de main le fait que la rémunération n'est pas aussi importante que ça dans la crise qu'on traverse au niveau de l'attractivité. Aujourd'hui, on a 2 filières qui ne sont pas revalorisées, vous le savez, la filière administrative, la filière logistique, qui créent déjà des climats encore plus tendus de relations entre les collègues qui travaillent dans les mêmes établissements, dans les mêmes services, et qui surtout ont comme message de penser qu'il y a des métiers qui sont plus nobles que d'autres. Aujourd'hui, on est très engagé dans notre région au niveau d'un collectif interassociatif pour faire en sorte que cette anomalie, pour le moins, soit réparée et que l'ensemble des professionnels de notre secteur puissent être revalorisés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, sur la question de l'attractivité des métiers, il y a 2 manières de le voir, ou en tout cas, on doit le regarder de 2 manières. La première, c'est qu'effectivement, on n'arrive plus à recruter, qu'il faut qu'on s'interroge sur le pourquoi, et qu'il faut qu'on arrive effectivement à travailler sur la qualité de vie au travail, sur peut-être une autre manière
de gérer nos organisations et de proposer, d'inventer peut-être des choses un petit peu nouvelles. Mais quand on n'arrive pas à recruter, c'est les salariés qui sont là, qui font généralement le travail de ceux qu'on n'arrive pas à recruter. Et quand on n'arrive pas à recruter un personnel administratif parce que financièrement, il ne s'y retrouve pas et qu'il y a d'autres secteurs qui sont plus attractifs, eh ben, c'est son collègue administratif qui n'est pas revalorisé qui va avoir une charge de travail supplémentaire. Donc on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et puis, le troisième point, et j'en arrêterai là, c'est aussi cette différence qui se creuse entre notre secteur de l'économie sociale et solidaire et puis d'autres secteurs. La différence n'a jamais été importante en termes de rémunération. Je suis désolé si j'insiste sur la rémunération, mais entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, le secteur se creuse. Et je crois qu'à un moment donné, pour la survie de notre secteur, il faut quand même qu'on se pose vraiment la question de l'attractivité dans une approche où notre secteur viendrait se rapprocher d'autres secteurs pour éviter le concurrentiel qui n'est vraiment pas une bonne chose dans l'accompagnement des publics les plus fragiles. Merci beaucoup pour votre intervention. Ben voilà, on a bien fait d'attendre. Une réaction peut-être vous, Jean-Benoît Dujeul, puisque ça vous concerne peut-être un petit peu plus. C'était plus qu'une question, que c'était une réaction. Donc je ne vais pas lancer dans un débat tous les deux sur ce sujet. J'ai dit un peu quelle était notre vision de la question. Je ne minimise pas les enjeux de rémunération. Au contraire, c'est pour ça que j'ai insisté et sur ceux qui avaient touché le Ségur et les accords subséquents et sur la transposition du point d'indice. La réponse que l'on fait, alors on pourrait faire l'historique des revalorisations successives, des accords, du pourquoi certains ont été mis de côté à un moment et pourquoi d'autres ont été inclus. En réalité, il y a une cinétique des décisions qui, de mon point de vue, peut s'expliquer. Mais le ministre, Jean-Christophe Combe, a été clair. C'est plus à l'État maintenant de rouvrir ce chantier. En réalité, chaque fois qu'on croit clore le débat, qu'on étend un peu plus le périmètre de la revalorisation, on crée, du point de vue de quelqu'un d'autre, un sentiment d'inéquité et on ouvre un nouveau front. Donc en réalité, il a fallu 3 ou 4 fois pour qu'on s'en rende compte, c'est une espèce d'engrenage qui est, à mon avis, pas le bon. En revanche, il y a une responsabilité des partenaires sociaux au sein de la branche. C'est le discours qu'a tenu le ministre aussi encore récemment. Lors d'ailleurs, le Premier ministre aussi, le précédent, je veux dire, Jean Castex, au mois de février, quand on annonce la revalorisation de la filière socio-éducative, on dit aussi, nous, ce que nous souhaitons, pouvoir public, c'est que les partenaires sociaux de cette branche de l'action sanitaire et sociale s'entendent, non pas au niveau des conventions collectives multiples qui régissent le secteur, mais au niveau de la branche, pour revoir la grille des qualifications, refondre les politiques de rémunération de manière ambitieuse. Et on dit, nous, l'État et la sécurité sociale, on s'engage à accompagner ce travail en mettant, pour peu que les partenaires sociaux tombent d'accord, 500 millions d'euros sur la table. Alors évidemment, je dis ça, c'est facile, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, les négociations, elles achoppent précisément sur le fait qu'on n'a pas revalorisé les oubliés du Ségur. Mais notre posture à ce stade, et je ne veux pas être trop long sur le sujet parce qu'en plus c'est relativement technique, c'est de dire on a fait ce qu'on pouvait jusqu'à présent côté État. Maintenant, c'était la négociation sociale collective de prendre le relais au niveau de la branche et on sera là pour soutenir et refinancer un accord ambitieux en la matière. Voilà donc la réponse à cette question par rapport à la revalorisation salariale. Et je pense que c'est important d'en parler puisque ça revient de manière assez récurrente dans nos échanges. Pour revenir justement sur la dimension culturelle, Noël Corbin, vous le disiez, qu'on est tous des êtres de culture, parfois même le fruit d'un inconscient collectif, parfois même une culture qui nous dépasse. Comment néanmoins la culture peut être un moteur, un véhicule pour permettre cette solidarité dont on parle ? La culture peut être un vecteur multiple à partir du moment où elle doit être en partage, elle doit être pour chacun. Son rôle en matière de solidarité passe par la notion du collectif, par la notion et aussi beaucoup par la notion du projet. On a une inégalité d'accès à la vie culturelle, et j'insiste encore là-dessus, je ne dis pas d'accès à la culture, mais d'accès à la vie culturelle. Et je vais citer quelques exemples que l'on met en œuvre au ministère de la Culture.
pour permettre, c'est un peu comme une boîte à outils, pour offrir à, par exemple, des enfants un certain nombre de moyens de regarder le monde. Un artiste, c'est Marcel Proust qui disait ça, grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. À partir de ça, on voit ce que l'artiste, il me permet de connaître le monde et de me retrouver aussi dans le monde. C'est bien comme ça. Et la notion de solidarité, là, elle a son importance, elle trouve sa traduction là parce qu'on va pouvoir aller vers quelque chose qui n'est pas unilatéral mais qui devient collectif. On porte un nombre très important de projets au ministère, dans cette délégation, qui travaillent justement sur cette notion de partage, de solidarité, de projet collectif. La culture, elle relève du projet. L'été, depuis 3 ans, les ministres successifs ont décidé de lancer un projet qui s'appelle l'été culturel, sur lequel on investit chaque année 20 millions d'euros. Et l'été culturel, qu'est-ce que c'est ? C'est sur le territoire. Et cette notion de proximité est très importante. Partant des habitants, construire des projets. Par exemple, apporter à des gens qui ne peuvent pas l'avoir un droit à découvrir quelque chose que d'autres ont. On a par exemple un collectif de musiciens baroques qui, à vélo, a fait un tour de l'Orne, en Normandie, pour faire découvrir à la fois des instruments et de la musique. On a aussi quelque chose qui s'appelle Chaillot Colo, ou le directeur du théâtre de Chaillot, qui considère, et c'est une réalité, avoir à Paris une richesse exceptionnelle, offerte pour beaucoup à des Parisiens, parce que les spectateurs du théâtre de Chaillot viennent pour beaucoup de Paris, avec les ateliers Médicis. Donc, les ateliers Médicis, c'est un établissement public de coopération culturelle qui a été créé à Clichy, là où il y a eu les émeutes de 2005. Et en partenariat avec cet établissement, l'établissement a, en regardant autour, en travaillant avec, et pour beaucoup avec des fédérations d'éducation populaire, trouvé des jeunes qui habitent Clichy, qui sont venus passer une semaine à Paris, en étant hébergés à l'Institut des jeunes aveugles, et qui ont à la fois vu le lieu, le théâtre de Chaillot, vu du travail artistique et découvert un peu la vie à Paris. Et ce que me disait le directeur du théâtre, c'était des jeunes adolescents qui avaient entre 12 et 15 ans, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Il y en a un qui a dit, c'est le métro. Certains n'avaient pas pris le métro. Et pour beaucoup, pour la quasi-totalité, ils n'étaient pas venus à Paris. Et c'est ça le rôle d'une culture solidaire, c'est qu'elle vise au-delà de la découverte du travail, en l'occurrence de Rachidou Ramdam, chorégraphe, de permettre à chacun de découvrir des outils, de découvrir le monde. Découvrir le monde, effectivement, avec des mouvements multiples et variés. Là, c'est intéressant de voir aussi la question des territoires qu'on évoque et éventuellement des frontières, parfois des murs que l'on se bâtit parfois soi-même pour arriver à les dépasser. La question des territoires, justement, pour revenir sur votre initiative, Benjamin Habdan, elle a été aussi essentielle dans la réussite aussi de votre initiative, puisqu'elle s'est faite de manière locale, de localité à localité, de territoire à autre territoire. Et ça a été une sorte d'évolution, en tout cas majeure. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Bien sûr. C'est la Fondation de France qui a calculé les montants, dans les montants envoyés à l'Ukraine en soutien, pas militairement mais civilement, qui avait plus de 95% qui étaient envoyés aux grandes organisations internationales, l'ONU, les grandes ONG, et moins de 5% qui étaient envoyés au niveau local en Ukraine. Et quand on va là-bas, quand j'étais là-bas à quelques reprises en Ukraine, on voit que les 95% qui vont aux organisations internationales vont très peu, voire dans certaines régions pas, à la population locale. Ça explique par une chose assez simple, c'est que la plupart du temps, ces grandes organisations ont l'habitude de travailler sur les théâtres de guerre quand les États sont très faibles ou quand les États ont disparu avec la guerre. Or là, dans le cas de l'Ukraine, c'est quelque chose de différent qui est en train de se passer. C'est un pays qui est en guerre, il y a la guerre sur son territoire, et pourtant l'État reste totalement fonctionnel, l'État central, les collectivités locales, dans une très forte articulation avec la société civile. Et les grandes organisations internationales sont assez peu habituées à travailler avec les collectivités locales et avec les associations locales, avec les réseaux
parce qu'en fait, habituellement, ça n'existe pas. Pour avoir un impact en Ukraine, il est important, à mon sens, de travailler avec celles et ceux qui sont sur le terrain, qui sont bien coordonnés entre elles et entre eux. Et c'est cet élément-là qui est a priori évident, que nous mettons en acte, mais qui est malheureusement, au niveau du fonctionnement des grandes organisations, en fait très peu présent. C'est pour ça que, en ayant organisé la venue de 3 régions différentes d'Ukraine, de Lviv, de Khmelnytska, au centre du pays, à Tcherkassy, vers le centre-est, dans une quinzaine de localités ici, dont plus d'une dizaine par vous, par les PEP, il y a quelque chose de véritablement en fait, innovant. Il y a quelque chose aussi qui suscite chez les gens en Ukraine énormément de gratitude. Quand j'y suis retourné là, il y a quelques semaines, dans 2 régions, Lviv, donc à l'ouest, et Khmelnytska vers le centre, on a été reçus le samedi en fin de journée par le gouverneur de Lviv. On a été reçus dimanche toute la journée par le gouverneur, le vice-gouverneur et la directrice du département éducation. En fait, ils ont pris tout ce temps-là pour nous, pour en fait me dire merci, mais en fait, en me disant merci à moi, c'est pour vous dire merci à vous, et aussi à la ville de Montpellier, à la région Occitanie, la ville de Tomblaine, qui ont accueilli des jeunes pendant cet été, parce que, heureusement pour ce que nous faisons, mais malheureusement par rapport à ce dont tous les jeunes ne bénéficient pas, c'est assez rare, même extrêmement rare, de faire en sorte de les écouter, de leur demander de quoi est-ce que vous avez besoin et d'essayer de construire des solutions par la suite. Ce que nous avons fait au tout début, en y allant la première fois en mai, moi je m'attendais à ce qu'ils disent qu'ils avaient besoin d'organiser la relocalisation à long terme, l'immigration de personnes qui voulaient fuir l'Ukraine. Et j'ai été extrêmement surpris quand le gouverneur de Lviv m'a dit la même chose qu'une personne qui s'occupait des centres de déplacés intérieurs. Ils ont dit, en fait, nos enfants souffrent. Dans les centres de déplacés intérieurs, on a des stocks immenses de smecta, parce qu'en fait, tous les enfants en prennent, parce qu'en fait, ils ont mal au ventre tous les soirs, et sinon, ils ne dorment pas. Le gouverneur nous avait dit la même chose. Et c'est là qu'on a compris que leur demande d'organiser des vacances était quelque chose qui correspondait à leurs besoins fondamentaux, importants, physiologiques, émotionnels, et que le fait de le faire, c'est malheureusement relativement rare, et ça a énormément de valeur pour eux. Il y a quelques objets, quelques cadeaux des enfants qui sont venus grâce au PEP en France, qui peuvent en témoigner. Il y a beaucoup de messages de remerciements qui aussi viennent le dire. Et un sentiment de fierté aussi que vous évoquez justement, d'être allé ici et de rentrer justement en Ukraine fort de ses souvenirs et de ses expériences. Benjamin Habdan l'a dit, ce qui a été le moteur de son action, c'est la guerre sur le sol européen. La guerre nous renvoie encore une nouvelle fois à 1915, les PEP, 1920, Léon Bourgeois. Comment justement cette guerre, qui est donc à nos portes, qui est en Europe, résonne aussi dans vos missions, dans vos combats, dans vos orientations, par rapport justement à cette solidarité qui nous anime tous, l'un ou l'autre, qui veut prendre la parole. N'hésitez pas. Très, très, très brièvement, au ministère de la Culture, et là je ne parle pas de ma direction spécifiquement, dès le printemps, la ministre s'est mobilisée et a mobilisé les services du ministère pour tout ce qu'ils pouvaient faire. La culture, ce n'est pas le supplément d'âme. La culture, c'est une politique interministérielle avec des externalités fondamentales sur de très nombreux champs d'action publique et on la défend comme telle. Bien évidemment, c'est un rapport, c'est la défense de la création, du patrimoine, et ça c'est fondamental, mais à des fins qui sont des fins de vie collective, de vie publique. Et donc, il y a eu on a regardé dans tous les domaines ce que l'on pouvait faire, par exemple des partenariats qui ont été lancés avec des musées pour les tentatives de préservation du patrimoine. Il y a eu l'accueil, l'ensemble des écoles d'art, il y a 99 écoles d'enseignement supérieur culture se sont mobilisées pour accueillir des étudiants. On a dégagé des crédits. Il y a eu l'accueil d'artistes. Il y avait, il y a quelques semaines, à la Philharmonie de Paris, un concert donné par des artistes ukrainiens. Dans chacun de nos champs d'action, on a été mobilisés par nos 2 ministres, Mme Bachelot puis Mme Abdul-Malak respectifs, parce que nous nous devons d'agir. Et bien évidemment, la question de la solidarité,
là, elle est au cœur d'accueillir dans nos écoles des étudiants ukrainiens qui avaient besoin, pour certains, simplement d'un moment pas très long, mais de respiration. Vous parlez de ce besoin physiologique, il est réel. Et pour certains autres, c'était une expérience un peu plus longue avec un stage, voire l'inscription dans un cursus. Et on a dégagé des crédits pour le faire. C'est juste, en ce qui concerne mon champ de compétences, c'est quelques exemples. C'est du même ordre, je ne veux pas développer trop, mais de fait, ces moments de crise, ils ont mobilisé l'ensemble de l'administration française de manière interministérielle. Il y a eu des cellules interministérielles de crise qui se sont mises en place et qui ont monitoré l'action de chacun dans tous nos domaines. Et en matière de politique sociale, c'est assez simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de sécuriser les personnes sur le plan des droits sociaux. Donc, accord de la protection temporaire, ouverture de places d'hébergement, scolarisation, ouverture de droits sociaux, APL par exemple, et des déblocages de crédits d'action sociale. Ce qu'on a voulu faire, je crois qu'on a touché 100 000 personnes qui se sont installées pour des durées plus ou moins longues. Alors, je crois qu'il y a des retours au pays en plus, alors même que la guerre n'est pas terminée. Et je crois que c'était dans une volonté de respiration de la part de ces personnes. Peut-être certains vont s'installer. On a voulu apporter le meilleur accueil possible à ces personnes en mettant à leur service toute la logistique de l'État social, en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin et que les conditions matérielles, y compris toutes les conditions nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux, soient remplies pour ces personnes. Alors peut-être aurions-nous dû faire plus. Et ce qui est certain, c'est que cette crise n'est pas terminée, que continue à y avoir des arrivées d'Ukrainiens et qu'on reste pleinement mobilisés pour les accueillir au mieux dans notre pays. Oui, la guerre en Ukraine ne va pas se terminer demain. Nous avons besoin de votre aide. C'était le titre d'une tribune que vous avez d'ailleurs publiée très récemment. Elle ne va pas se terminer demain. Il est important de le rappeler. Si vous avez des questions, encore une fois, ce n'est pas terminé pour vous aussi. Vous pouvez continuer à les poser. On arrivera à vous voir dans le noir en levant la main. Il y en a une. Là-bas, bravo. Quel œil, quel regard avisé. On va vous donner un micro pour recueillir votre question, peut-être. Oui, merci. Vous avez évoqué tout à l'heure la perte du sens dans le travail social. Et à mon avis, c'est effectivement une question essentielle. Moi, ça fait maintenant une 50aine d'années que j'exerce dans le travail social et j'ai vu cette perte de sens. Et une des raisons, pour moi, est un peu la formatisation des réponses qui viennent d'en haut, j'ai envie de dire, en tout cas, qui arrivent dans les institutions et des réponses toutes faites que l'on doit appliquer et mettre en œuvre. Alors que ce qui donne sens à un travail, c'est aussi pouvoir se projeter dans ce travail, pouvoir y réfléchir, pouvoir le créer soi-même de façon collective. Et ça, c'est en train de se perdre. Voilà, donc je voulais avoir ce que vous pouvez nous dire peut-être là-dessus, et si il y a une réflexion sur le sens, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Je souscris à une partie de vos propos, mais pas à l'intégralité. Je partage l'idée qu'il y a une perte de sens et qu'un des vecteurs de la résolution de la crise du recrutement qu'on évoquait, c'est précisément d'enrayer cette crise de sens, et dans la mesure du possible de réenchanter ces métiers du travail social, parce qu'on a besoin de gens qui ont la vocation et qui se projettent dans la volonté d'apporter des solutions qui sont des solutions qui ne sont pas formatées. Est-ce que pour le coup, et c'est là que je souscris moi au propos, une des causes de cette perte de sens, c'est ce formatage des réponses du travail social? Je ne suis pas certain. Il y a un premier point, mais qui a été évoqué, donc je ne reviens pas, mais je le rementionne parce que je pense qu'il explique quand même beaucoup de choses. C'est cette question des conditions de travail et notamment du taux d'encadrement, du nombre de professionnels. Quand le temps est compté, forcément, le travail social se rabat sur des gestes techniques et mécaniques parce qu'on n'a pas le temps, on n'a plus la ressource humaine pour faire ce qu'on devrait faire. Donc il y a une spirale de perte de sens, de déqualification et de crise de recrutement qui est liée précisément à cette question de la crise de recrutement. Donc c'est un petit peu le cercle vicieux que j'évoquais tout à l'heure. Et donc une façon d'y répondre, pour le coup, c'est précisément d'enrayer cette crise de recrutement, de trouver les voies et moyens, d'aligner un nombre suffisant de professionnels pour que chacun puisse se consacrer pleinement à une mission qui a toute l'épaisseur et l'ampleur nécessaire. Pour autant, il y a une crise de sens, comme vous l'avez dit, en tant que telle. On en est
conscient, à la DGCS, on anime les travaux du Haut Conseil du travail social. Et par ailleurs, on est responsable des 13 diplômes du travail social. Donc on délivre, on est autorité de certification sur les diplômes. Donc la question du sens, y compris d'ailleurs dans la réflexion sur les parcours de formation, sur les compétences, sur les qualifications, c'est quelque chose qu'on a évidemment à cœur d'instiller dans chaque réforme et chaque révision périodique des diplômes. Alors, on accompagne donc les travaux du Haut Conseil du travail social, notamment donc Mathieu Klein qui le préside. Il y a un livre, je ne sais jamais si c'est un livre vert ou un livre blanc et qu'après ils font un livre vert ou un livre blanc, je me trompe toujours. Bref, il y a des documents importants qui ont été, des réflexions qui ont été posées par eux. Et l'enjeu pour moi en 2023, c'est d'accompagner ces travaux du Haut Conseil sur des pistes de solutions un peu concrètes. Alors, je sais que des réflexions, d'ailleurs, ils nous ont écrit, le Haut Conseil du travail social a écrit à la Première ministre sur cette question du travail social, et une des références qui est revenue, ça va nous ramener à l'histoire administrative et politique qu'on évoquait, mais un peu plus proche que nous, c'est 1982, c'est Nicole Questiot. Nicole Questiot, elle était ministre, et elle fait une adresse aux travailleurs sociaux. En fait, c'est une circulaire, mais une circulaire qui voulait dire poser un certain nombre de fondamentaux, un certain nombre de valeurs, de principes d'action et d'intervention. Je ne sais pas si ça suffirait aujourd'hui, mais je sais qu'une des réflexions du travail social, du Haut Conseil, c'est de réfléchir à une nouvelle adresse qui permettrait de reposer, de redonner le cap et le sens. Mais de mon point de vue, ça ne peut pas s'envisager de manière distincte des conditions matérielles d'exercice. Je crois qu'on n'arrivera pas à traiter la question du sens sans traiter la question des conditions matérielles d'exercice de la profession. Ça, je pense qu'on est effectivement tous d'accord sur cette interaction. Noël Corbin, je crois que vous souhaitiez réagir. Oui, moi je me sens aussi interpellé par cette question de perte du sens et de ce que vous évoquiez qui vient d'en haut. Dirigeant une administration centrale de l'État, ministère de la Culture, évidemment, moi je me sens interpellé, concerné. Comment on peut éviter cela ? Parce qu'effectivement, c'est une réalité. Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on est un État déconcentré. Et le rôle des administrations territoriales, et des administrations nationales, mais au niveau territorial, en ce qui concerne le ministère de la Culture, c'est les directions régionales des affaires culturelles, est absolument fondamental. Les quelques exemples que j'ai pris tout à l'heure, c'est des DRAC, des directions régionales, qui les ont mises en œuvre avec des associations. Donc il y a le fait d'être toujours en lien avec, en ce qui nous concerne, administration centrale, des têtes de réseau, nos directions déconcentrées, toujours être à l'écoute de l'évolution des problématiques, mais aussi des solutions, et de ne pas apporter une réponse qui sorte de nulle part. Le lien aussi, et ça c'est un élément très, très, très important, comment on prend en compte les usagers de tous ces services publics ? Comment, pour ce qui vous concerne, j'imagine ce sont les personnes, et Madame la Présidente, vous cherchiez le terme accueillis, accompagnés, enfin en tout cas, tous ceux pour qui vous êtes en action. En ce qui concerne le ministère de la Culture, c'est les destinataires, en quelque sorte, de l'offre culturelle. Comment on est à leur écoute ? On a créé le Pass Culture, vous en avez entendu parler, ça a créé beaucoup de débats. Aujourd'hui, c'est 2 400 000 jeunes qui ont accès au Pass Culture. Et le Pass Culture est une application qui part de leurs besoins et de leurs demandes. Et il y a notamment 500 ambassadeurs tous les ans qui sont volontaires et qui agissent sur l'application pour échanger avec leurs pairs et proposer, dire ça c'est bien, allez voir ça, découvrez cela. Et on est, nous, des passeurs, mais nous ne sommes pas des pilotes. Voilà, vous parlez justement de déconcentrer. Dominique Gillot, elle n'est pas déconcentrée, elle est même très concentrée sur notre discussion et notre propos puisqu'elle souhaitait réagir. Oui, merci. Oui, je voulais réagir en complément de ce que vous avez dit en réponse à notre collègue ou collaborateur. C'est vrai que certains de nos professionnels ont le sentiment qu'ils sont corsetés par des directives qui viennent d'en haut. Mais il y a aussi, il faut qu'on fasse un petit peu le ménage chez nous aussi, il y a aussi une demande de cette sécurisation des actes par des circulaires, par des décrets. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que si je fais ça, je ne vais pas me mettre en difficulté ? Ma responsabilité, alors
médico-légale, elle est encore plus forte dans le secteur médical, mais chez nous, c'est la responsabilité administrativo-légale au regard des personnes que nous accueillons. Voilà. Donc il y a aussi ça qui, à un moment donné, je pense qu'il serait important, et c'était un peu le sens de mon intervention, c'est redonner confiance au collectif de travail, permettre à ce collectif de travail qui fait équipe, qui fait sens, ensemble, et pas seulement une personne, mais c'est une équipe, comment est-ce qu'on organise le travail au bénéfice de la personne, des personnes que nous avons à accueillir. Et peut-être qu'il faudrait que l'administration ait cette humilité, comme nous, de dire on ne peut pas définir tout, on ne peut pas tout borner, y compris légalement. Il y a des moments où on prend des risques parce que c'est important pour l'intérêt, la réalisation, l'épanouissement de telle personne, ce que vous nous avez encouragé à faire, mais pour autant qu'on soit dans la sincérité et dans la confiance. Or, je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est la confiance, aussi bien de l'administration qui réglemente, mais qui contrôle aussi quelquefois, par obligation, mais parce que c'est sa vocation. Mais c'est aussi la confiance, le manque de confiance des professionnels au service d'une ambition collective. Donc, travaillons à redéfinir cette ambition collective et regagnons la confiance, alors sous forme d'expérimentation, sous forme de contrats bornés. Enfin bon, je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à faire. Et je voulais reprendre ce que disait Benjamin quand il dit les autorités, enfin les grandes associations humanitaires, elles ont l'habitude d'intervenir en lieu et place. En Ukraine, ce n'est pas comme ça parce qu'il y a un État qui continue de fonctionner, qui continue d'être respecté. D'où la nécessité de travailler avec les autorités locales en réponse aux besoins des personnes. Et vous avez dit, il faut les écouter. Et ça, c'est vraiment une des vocations, c'est vraiment une des procédures, une des méthodes que nous devons mettre en place, c'est écouter ce que nous disent les bénéficiaires, les usagers, les clients, enfin bon, tout, qui viennent vers nous pour avoir un accueil, un accompagnement, qui soit personnel ou que ce soit les familles, et qu'on soit aussi à l'écoute des obligations de l'administration, parce que l'administration, elle peut être aussi mal jugée si elle n'est pas en capacité d'encadrer et de sécuriser les professions. Donc, je renvoie un petit peu la balle au milieu, hein, on est dans une terre de rugby, je crois. Bon, il faut renvoyer la balle au milieu, et puis que chacun regarde et n'attende pas de l'autre. Alors vous ne devez pas attendre de nous qu'on se calme par rapport aux demandes de revalorisation salariale, mais nous ne devons pas attendre non plus des institutions qu'elles nous disent comment ça va être, parce que de toute façon, on ne sera pas d'accord parce que ça ne répondra pas vraiment à nos attentes. Tout à l'heure, l'inspecteur d'académie me disait, ici, le principal enjeu de débat, c'est l'application de la loi et du règlement. Donc, fabriquons nous-mêmes nos prochains règlements. Merci pour cette intervention. Et on comprend aussi hein, cette idée de besoin de souplesse, hein, si j'entends bien aussi parfois par rapport à des textes qui sont néanmoins nécessaires pour encadrer une action, de souplesse et de confiance. Mais justement, parfois, la confiance, c'est aussi accepter la souplesse de l'autre sans forcément devoir la contrôler. Justement, quand on est parfois, je reprends les propos de Dominique Gillot qui dit à un moment donné, on n'a pas le temps, il faut agir. Là, ce qui s'est passé justement avec votre initiative en Ukraine, c'était l'urgence. Donc aussi, quand on est aussi dans une situation d'urgence, là, la quête de sens, elle devient peut-être plus immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de quête, il y a une sorte de réalité, de vérité. J'imagine que par rapport au sujet qui nous anime là, avec celles et ceux avec qui vous êtes partis en Ukraine ou avec celles et ceux qui collaborent avec vous, les gens se sentaient pleinement utiles à cet endroit-là. Oui, c'était très, très, très marquant. Donc là-bas, il y a je me souviens d'une personne, prof de français à Lviv, qui me dit, en fait, on a le sentiment, j'ai le sentiment et on a le sentiment de se battre pour notre survie en tant que nation et pour notre culture, mais également aussi pour notre survie en tant qu'individu, notamment pour les personnes qui ont des maris ou des amis au front. Et donc quand il y a cette urgence-là dans laquelle ils sont tous les jours, moi je reçois tous les jours des SMS qui me disent aujourd'hui il y a eu une alerte pour se préparer à une attaque nucléaire. Aujourd'hui, là, on est désolé, on doit couper la réunion parce qu'en fait, on doit aller dans l'abri à cause d'une alarme. J'ai un sentiment d'urgence qui est présent vraiment tous les jours, et un sentiment aussi
quand même de solitude. Après le grand mouvement de solidarité qu'il y a eu en février-mars, il y a aujourd'hui beaucoup moins d'individus, beaucoup moins d'organisations qui continuent à faire en sorte de vouloir écouter ces personnes-là qui sont dans une situation extrêmement difficile, qui souffrent, et de pouvoir faire quelque chose avec elles. C'est évidemment leur donner quelque chose. Il y a beaucoup d'efforts qui sont demandés pour pouvoir accueillir, organiser des séjours, pour pouvoir les aider. Mais c'est également leur donner les moyens d'une certaine autonomie. Le gouverneur de la région de Prelminska me disait, en fait, pour nous, c'est très important que nos élèves puissent aller étudier en présentiel pendant quelques semaines, parce que là, ça fait 3 ans qu'ils vont apprendre à distance, et il y a des effets terribles pour eux en tant qu'individus, mais qu'en étant ça à toute une classe d'âge, pour le pays, c'est une perte énorme. Et donc l'avenir du pays est menacé. Quand un autre dirigeant d'une ONG disait en fait ce que ça apporte, le fait qu'ils puissent aller en France pendant quelques semaines, rencontrer d'autres Françaises et Français, enfin des Françaises et des Français, partager leur culture, c'est un sentiment de fierté, mais c'est aussi le fait qu'il puisse y avoir un moment de respiration et retourner après en Ukraine avec plus de compétences et plus de manières de faire en sorte qu'il puisse y avoir une survie. C'est de l'ordre de la survie pour certains physiques, et pour certaines physiques, c'est tout le temps pour elles et pour eux aujourd'hui de l'ordre de la survie, je dirais en tant que nation et en tant que culture. Chaque geste qu'elles ont reçu, ça a été extrêmement accueilli. Des fois, c'est un glacier qui a offert une glace à un groupe qui était là. C'est évidemment toutes les personnes qui ont organisé les séjours, et les enfants se souviennent de chacune des activités qui ont été organisées. Il y a quelque chose de vraiment immédiat. Je comprends qu'il y a évidemment beaucoup d'autres problématiques. Mais ce que j'entends de leur part, c'est que chaque geste ici, quel qu'il soit, chacune et chacun avec ses limites, est extrêmement apprécié là-bas. Voilà, donc de la solidarité internationale. On va revenir justement à la question de la solidarité nationale, même si évidemment elle est liée, puisque nous formons un grand tout qui est celui de l'humanité, et encore plus avec cette culture européenne. Jean-Benoît Dujol, donc je reprends votre fonction, directeur général de la cohésion sociale. Là, depuis le début de nos échanges, on parle de perte de quête de sens, de la perte de la valeur travail aussi, qu'on a entendu, et on sait à quel point aussi elle est menacée. On sait qu'on est dans une société un peu polarisée, clivante, on a du mal à faire corps, on a du mal à créer du commun, on le sait, on l'entend auprès de chacun sur des retours d'expérience. Comment vous faites-vous, justement, en haut, puisqu'on a parlé tout à l'heure du haut et du bas, je reprends cette formule, peut-être caricaturale, mais néanmoins effective. Comment on fait quand on est directeur général de la cohésion sociale pour recréer de la cohésion quand on voit que cette cohésion semble plus que jamais c'est une formule journalistique, mais semble en tout cas aujourd'hui très menacée? C'est un défi et c'est une tâche chaque jour recommencer, évidemment. Madame la présidente des PEP nous a invités à faire confiance, et je suis le premier à vouloir le faire. Mais ce qui caractérise la société française, c'est la défiance. C'était le titre d'un livre à succès il y a peu de temps, il y a quelques années maintenant, commence à dater, la société de défiance, qui analysait de manière un peu systématique les comportements des Français en comparaison internationale. Il faisait le point de savoir quel était le degré de confiance ou de défiance qu'avaient les Français dans leur rapport entre eux, envers les institutions, envers les associations, envers les syndicats, envers l'État, l'administration et les collectivités locales. Et ce qui singularise la France en matière de comparaison internationale au sein des pays de l'OCDE, c'est un très faible niveau de confiance. D'où le titre du livre, La société de défiance. Avec quelques exceptions, pour le coup, les associations font figure d'exceptions parmi les corps intermédiaires qui, pour le coup, de manière générale, c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour l'État, c'est vrai pour l'administration, c'est vrai pour les collectivités locales, c'est vrai pour les rapports interpersonnels, font preuve d'une énorme défiance. Et quand on ne se fait pas confiance, quand on fait preuve de défiance, évidemment, il en résulte toute une série de déconvenues et de difficultés opérationnelles, puisque ça complique tous les exercices de conduite de projet, de construction collective. Tout ça est une force corrosive qui nous empêche
d'agir. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce pour qu'on peut recréer, faire recréer les conditions de la confiance sur des vecteurs de confiance. Les vecteurs de confiance sont les associations, pour le coup. Quand on parlait d'éducation populaire, je dis ça sans flatterie ou flagornerie pour l'auditoire, mais moi je suis frappé de constater que c'était l'exception, dans ce bouquin en tout cas, sur la défiance qui s'exprimait à l'égard de beaucoup de corps intermédiaires. Et j'ai constaté dans mes fonctions actuelles et précédentes, quand je m'occupais d'éducation populaire, à quel point ces structures associatives jouent un rôle majeur. Tout à l'heure, avant de venir, on profitait d'être descendu dans cette belle ville de Montpellier avec mes collaborateurs pour visiter quelques réussites locales. On discutait avec des associations spécialistes dans l'aide alimentaire et de voir quel est le travail patient, minutieux, solidaire que plusieurs associations locales conduisent dans les quartiers de politique de la ville ici pour offrir à tous les ménages en situation de précarité, accès à des solutions alimentaires de qualité, bio, en circuit court. Et moi, je trouve qu'il y a des formes de résilience, de capacité d'action collective qui viennent démentir ce sentiment de défiance et sur lesquels nous, on doit pouvoir s'appuyer et les encourager. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'appuyer sur des vecteurs de confiance et puis, sans vouloir faire une pirouette, on invite à la confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et on a des responsabilités aussi qu'on doit tenir du côté de l'État. Donc, on doit sans doute se garder de trop encadré, de trop normé, mais on doit vérifier un certain nombre de fondamentaux, sinon on nous ferait le reproche de ne pas être au rendez-vous de cette responsabilité qui est la nôtre. D'accord, donc pour réinsuffler un sentiment et un souffle de confiance, vous comptez sur nous, sur vous, c'est bien ça. Voilà. Donc on compte sur vous. Exactement, bien sûr. Et comme dit Dominique Gillot, on est là. Noël Corbin, je crois que vous souhaitez réagir, et puis après j'aurais besoin de votre regard vigilant et précieux et perçant pour arriver à trouver une question. Moi, la question de la confiance, elle est absolument fondamentale. La question de la défiance, et je rejoins ce que tu dis, on est une société où la défiance est un fait. La défiance, elle est liée au sentiment d'éloignement. Vous employez le terme en haut. On est interpellé en permanence dans notre action, dans la manière dont on construit notre action. Et je pense qu'un des éléments, un des concepts sur lequel, en tout cas, dans ma délégation, on travaille beaucoup, c'est le concept de participation. La notion de droit culturel, qui est une notion qui a fait son chemin depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et deux, trois lois qui maintenant est effective. La notion de droit culturel, c'est une notion qui part du fait que chacun peut participer à la vie culturelle. Ça ne veut pas dire qu'on va participer à la création artistique, un artiste reste un artiste, mais comment on conduit des projets. Et ce que l'on essaie de faire, par exemple cet été, on a lancé on avait une idée, mais c'était une intuition sur le fait que la culture devait, pour être partagée, être beaucoup plus construite en lien avec d'autres champs. Et donc on a lancé un fonds, on avait un crédit qui nous avait été ouvert à la loi de finances. Petite parenthèse, ouvert en loi de finances, ça veut dire qu'en général, au mois d'octobre, on passe, nous les directeurs, au Parlement, raconter aux députés ce qu'on a fait avec les crédits. Donc c'est le contrôle du peuple, mais on doit le faire. Et donc on a lancé un fonds d'innovation territoriale où on a dit à nos DRAC, en fait, on vous dit juste deux choses. Il faut qu'il y ait une structure culturelle, il faut qu'il y ait une structure non culturelle qui ensemble est un projet d'innovation qui inclut la participation. Et on a vu arriver des dizaines de projets absolument magnifiques. J'ai en tête, par exemple, une résidence d'une architecte en lien avec un EHPAD et une exploitation agricole sur la manière dont, au fil des âges, on peut regarder le paysage. Enfin, beaucoup de choses. Et ces projets, ils ont été construits sur la base, à chaque fois, d'une participation. Et je pense qu'on doit, nous, qui sommes en lien avec les destinataires de nos politiques publiques, au moment où on pense ces politiques, leur parler, les interpeller aussi. Vous parliez de renvoyer la question, mais il faut la faire. Sur le Pass Culture, c'est ainsi qu'il a été construit, par une phase itérative, toujours, avec des groupes de jeunes. Et tous les 3 mois, on faisait remonter les questions. On ne peut pas livrer un projet ou un produit clé en main. Et donc, la question de la participation me semble absolument vitale. Voilà, la question de la participation me semble absolument vitale. Je reprendrai ces derniers mots. Noël Corbin, est-ce que vous voyez une main qui se lève? Car la participation me semble absolument vitale. Voilà, premier rang. Je l'ai vu avant vous cette fois-ci. Oui, vous voyez, deuxième rang, effectivement. Vous tenez à votre rang du deuxième rang, vous avez raison. Pour éviter toute suspicion de faillotage, exactement. Ouais, on les connaît, les premiers rangs.
Et un micro arrive à vous. Ça fonctionne? Bon. Oui, je voulais poser une question, mais elle est un peu en décalage et la personne et le directeur de la cohésion sociale n'est pas obligé d'y répondre. Mais, je ne répondrai pas. Voilà. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce que venaient faire ces 500 millions d'euros et comment ils seraient utilisés, quand, comment, dans quel calendrier, etc. Parce que les collègues qui sont intervenus, tous autant, il y a des urgences qui ne me semblent pas comprises et perçues par les ministères, par les cabinets ministériels et les ministères. Ça, c'était une première chose. La deuxième, on a des travaux autour des bénévoles et des professionnels. Donc, je voulais savoir si, pas seulement vous, monsieur le directeur de la cohésion sociale, mais s'il y avait une réflexion dans les ministères sur la place des bénévoles et comment améliorer la participation, ce que vous venez de dire, monsieur, hein, comment améliorer la participation, la citoyenneté, notamment pour des personnes qui sont un peu plus jeunes que moi. Voilà. Pas épiloguer sur les 500 millions, on peut se voir 5 minutes après pour que je vous raconte un peu comment on voit les choses. Répondre plutôt sur la question du bénévolat. Ça fait écho aussi au sous-titre que vous donniez à vos journées, cette question de l'engagement qui me paraît fondamentale. L'engagement, on l'attend des professionnels, mais on l'attend aussi évidemment de la part de ces bénévoles. C'est un peu comme la culture, c'est pas le supplément d'âme, c'est pas le truc en plus, c'est indispensable à une action sociale et solidaire pleinement digne de ce nom. Et moi, je compliquerai l'équation. Il y a les professionnels salariés, il y a les bénévoles, et puis il y a les formes intermédiaires. Et moi, je me suis beaucoup occupé, dans mon jeune temps, si je veux dire, de service civique. Parce qu'avec Martin Hersch, il y a quelques années, on a créé l'agence du service civique et j'en étais le premier directeur. Je crois que la Fédération des PEP accueille des jeunes en service civique. Je ne sais pas quel est le regard que vous portez en tant que professionnel sur le service civique. C'est parfois un sujet compliqué parce que justement, c'est une forme un peu hybride. C'est parfois dévoyé de son sens initial parce que ça fait une main-d'œuvre parfois à bon marché qui vient remplacer peut-être des professionnels qu'on peut plus se payer. Mais ce n'est pas comme ça, évidemment, que ça a été conçu. Ça a été conçu d'abord pour aider les structures, c'est vrai, à développer une action plus ambitieuse, mais pour donner un débouché à une formidable volonté d'engagement générationnel. Et si il y a 10 ou 15 ans, 10 ans maintenant, on crée le service civique, après plusieurs tentatives, tu parlais des émeutes de 2005, après les émeutes de 2005, on crée le service civil volontaire. Ça ne marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et quelques années après, on refait le service civique, on touche quelques curseurs, mais on ne révolutionne pas le dispositif en tant que tel. Et pourtant, ça décolle dans des proportions considérables. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont accompli un service civique. À quel point qu'un dispositif qui était confidentiel devient presque un rite de passage, que tous les jeunes ne l'accomplissent pas, mais tous les jeunes se posent la question de savoir s'ils vont ou pas accomplir un service civique. Et moi, je pense que ça n'aurait pas été possible il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'il y avait un besoin générationnel, et qui est toujours présent aujourd'hui, mais qui a émergé il y a finalement assez peu de temps de toute une génération de jeunes qu'on critique et qu'on brocarde parfois, je ne sais pas, en critiquant leur paresse ou leur incapacité, je ne sais pas. Donc à s'engager, à transformer, à changer les choses. Et ça a été, je crois, la bonne idée du service civique de leur offrir un débouché et de leur tendre la main en leur disant « vous pouvez être utile dans des administrations et surtout dans des associations en accomplissant ce service civique ». Donc tout ça pour dire, c'est un détour un peu long, que je suis totalement convaincu que cette notion d'engagement, que j'applique à la fois aux professionnels salariés, aux jeunes du service civique et aux bénévoles de manière générale, est un ressort essentiel, est une expression de notre humanité, pour reprendre aussi l'expression que tu évoquais. Et pour revenir à Léon Bourgeois, quand on parlait d'interdépendance, de devoir et de responsabilité, c'est ça aussi, c'est ce miroir-là, et que c'est à la fois une expression spontanée que tout le monde devrait ressentir, et un ressort essentiel de l'action publique, et notamment de l'action des associations. Voilà. Et puis vous avez vu, pour les 500 000 euros, vous avez un entretien privé. 500 millions. 500 millions. 500 000 euros. Non, 500 000 euros, c'est autre chose, j'en parlerai plus tard. 500 millions, vous avez un petit entretien privé. Ça fait déjà plus d'1 heure que cette table ronde a commencé, donc on arrive peut-être au temps des dernières questions, si jamais elles existent. Ah, bravo, mais voilà, vous êtes Noël Corbin, c'est merveilleux, là, c'est une vocation, là. Tout en haut. À droite. Quel rang, Noël Corbin, à peu près ? Le dernier rang, nous dit Noël Corbin. Quelle place ? La 3e en partant de la gauche, c'est ça ? Voilà, c'est là. Je voudrais revenir sur la question du sens, qui est aussi la question de la compréhension de l'écosystème dans lequel on évolue. Moi, je suis désolé, on n'y comprend plus rien.
Nos professionnels n'y comprennent plus rien, nos bénévoles n'y comprennent plus rien. Sur le secteur médico-social, on empile les plateformes, les communautés, les pôles, les équipes mobiles, avec des moyens importants, non négligeables, au détriment d'une offre historique qui a encore toute sa pertinence. Aujourd'hui, un professionnel de CMPP, comment on lui explique qu'un enfant attend 1 an ou 2 ans pour avoir des soins, alors qu'à côté, l'argent afflue sur des coordinations, voire des coordinations de coordination. Je crois que la question du sens, elle est là pour nos professionnels aujourd'hui. Ils ne comprennent plus vers où on va, parce qu'on empile des choses qui sont peut-être pertinentes, mais qui viennent aussi au détriment d'une offre historique qui, elle, est aussi encore pertinente. Et dernier point, pour faire le lien entre la question du sens et des revalorisations salariales, même chose, comment on explique à un professionnel administratif médico-social qu'il a l'obligation de se faire vacciner et que ce n'est pas un choix. C'est comme ça, point barre, sinon c'est dehors. Mais dans le même temps, les revalorisations Ségur, la Forcade, de conférences des métiers de l'accompagnement, là, ils n'y ont pas le droit. Alors, peut-être une réaction, parce que si j'essaie de trouver le sous-texte à ce témoignage, on parlait beaucoup de quête de sens pour le recrutement, mais là, c'est en fait un quête de sens pour des gens qui sont en situation et qui peuvent s'y perdre aussi sur, si je reprends les termes de la personne au dernier rang, cette compilation d'indications, de textes qui crée sans doute de la confusion, ou du moins, voilà, en tout cas, c'est le témoignage. C'est la fin de la table ronde, donc je ne veux pas lancer une bombe ou hystériser le débat. Je ne veux pas laisser passer la phrase sur la vaccination. Enfin, il y a des responsabilités qui doivent être assumées par tout le monde. Et vous ne pouvez pas mettre en débat la question de la vaccination et des revalorisations. Ce n'est pas du tout sur le même plan qu'on se place. Vous avez remarqué, Jean-Benoît Dujol, que je vous ai plutôt questionné sur la première partie que la vaccination. Et quand on parle de solidarité, de responsabilité, de solidarisme et de Léon Bourgeois, avec un minimum de choses qui relèvent de la responsabilité éthique de la personne, on n'a pas demandé on n'a mis en danger personne en exigeant cette vaccination. Et je pense que la responsabilité de tous, c'était de l'accepter. Alors, on est d'accord que ça va être compliqué ici de refaire un débat sur la vaccination. Non, mais je veux dire, c'est... Alors après, je vois que ça fait réagir, donc on est à l'écoute de la réaction. Mais allez-y, madame, parlez. Excusez-moi, le débat, il n'est pas sur vaccination ou pas vaccination, etc. Il est sur le fait qu'à un moment, on dit à tout le monde, vous faites partie du même métier que nous, en quelque sorte, de la même entité, et donc vous devez vous faire vacciner, et c'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec vous, monsieur, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais après, quand il s'agit de revalorisation, on leur dit, non, là, vous n'êtes plus tout à fait dans la même entité que nous. Je crois que c'était ça. D'accord. Et par ailleurs, juste puisque j'ai le micro, j'en profite pour dire que dans cette salle, il y a effectivement tous ceux qui sont concernés par les métiers du médico-social et du Ségur, et puis tous ceux qui sont encore aussi dans les métiers de l'animation ou autres, et qu'il ne faudrait pas oublier non plus. Il faut vraiment mener le combat sur les 2 fronts à la fois, je crois. D'accord. Alors, pardon. Je vais reprendre les propos. Si je comprends bien, vous parlez de solidarité sélective, c'est-à-dire une solidarité vaccinale à laquelle, là, certains ont adhéré, et après une solidarité sélective quand il s'agit d'autres questions. Là, la solidarité n'est pas au rendez-vous. On est d'accord que c'est ça? Donc, je vous laisse répondre. Non, mais je peux et reformuler comme vous l'avez fait. Je souscris entièrement à ce que vous avez dit. Je suis plus choqué du coup. Et je comprends bien les propos qui ont été tenus. C'était une sorte de double standard ou de double langage. En tout cas, c'est comme ça que ça avait été ressenti. Encore une fois, je ne vais pas me lancer dans une histoire du Ségur, de la Forcade et de la filière socio-éducative. Dans les EHPAD, on a revalorisé tout le monde, c'est vrai. Et dans le sanitaire aussi, on a revalorisé tout le monde, y compris les gens qui appartiennent du point de vue d'autres secteurs à la filière administrative et technique. Parce qu'à un moment donné, on a privilégié une logique d'établissement et après, on a privilégié une logique de métier. Parce que les circonstances ont évolué. Et on a étendu de proche en proche jusqu'à ce qu'on arrive à ce volant de
de professionnels qui, eux, ne sont pas revalorisés. Le ministre a été clair sur là où on en était. Ça revient à l'histoire des 500 millions. Mais du coup, je vais vous répondre une fois de plus en direct. Non, ce qu'on a dit, c'est, vous savez que, on ne sait pas exactement quelles sont les conventions collectives qui s'appliquent à la Fédération Générale des PEP. Bon, alors, je ne vais pas me lancer dans... Oui. Vous savez que dans le milieu, pour les manières générales, il y a un nombre considérable de conventions collectives. Que nous, ce que l'on souhaite, c'est unifier ce paysage et aller vers une convention collective unique de branches au niveau donc, de la branche de l'action sanitaire et sociale, ce qu'on appelle la BAS. Le ministre il va même plus loin, il dit peut-être que ce serait intéressant de faire le lien avec l'aide à domicile. Mais là, c'est encore un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres dispositifs conventionnels. Mais si on s'en tient à l'action sanitaire et sociale, nous, on souhaite avoir une convention collective unique. Pas pour le plaisir d'avoir une convention collective unique en tant que telle, quoique en termes de gestion, de pilotage, de discussion, d'évolution des métiers et des qualifications, ce serait sans doute très intéressant en tant que tel. Mais c'est parce qu'on veut un accord salarial ambitieux. Et comme on a affaire à des secteurs, c'est là qu'on retourne à la question financière, l'autre caractéristique de ces secteurs-là, c'est qu'ils sont très soutenus par les pouvoirs publics au niveau financier, que ce soit les collectivités locales à travers les départements, l'État et surtout évidemment la sécurité sociale. On peut pas juste dire au secteur, négocier une convention collective. C'est-à-dire qu'on doit prendre nos responsabilités en tant que financeur des établissements et des structures dans lesquels ces professionnels exercent. Donc nous, ce que l'on dit, c'est de la même façon qu'on a fait la transposition du point d'indice, de la même façon qu'on a fait les 183 € pour ceux qui l'ont eu, on est prêt à revaloriser les subventions ou les mécanismes de financement qui viennent financer ces structures à la hauteur de 500 millions d'euros, dès lors qu'il y aura un accord salarial ambitieux dans la branche négocié par l'ensemble des partenaires sociaux. Et là, on va accueillir maintenant la dernière intervention. Je suis désolé, mais le temps presse. Donc, monsieur, je vous ai vu cette fois-ci dans la lumière. On aura fait des derniers rangs, on aura fait des premiers rangs à faire les rangs du milieu. Donc, vous le voyez, le monsieur, s'il y a un micro qui peut venir à lui. Sinon, j'ai le micro, si le micro ne vient pas au monsieur. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Je ne vois pas. D'accord. En tout cas, je ne vous vois pas, mais je vous écoute. C'est le plus important. Je vous entends. Allez-y. Oui, en fait, c'est parce que j'avais le micro depuis 5 minutes, donc du coup... D'accord, voilà. Ok. Ça, c'est le sens de l'anticipation. C'est ça. Non, juste, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je voulais faire partager le paradoxe qu'on a entre, en effet, les questions de qualité et les questions de motivation des salariés, puisque c'est quand même ça dont il s'agit. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend le champ de l'autisme, il y a des recommandations de bonne pratique. La fédération, comme beaucoup d'autres, vont dans le sens de l'application des recommandations de bonne pratique. Moi, dans l'association que je dirige, on a été vraiment force de... Oui, on a un peu imposé le fait de respecter les recommandations de bonne pratique de l'HAS quand on accompagne des enfants avec autisme. Et il est quand même évident que pour les professionnels qui sont sur ces terrains, c'est difficile parce que c'est plus contraignant. En fait, je pense qu'il est important qu'on se dise qu'il y a beaucoup d'éléments de qualité qui sont venus complexifier le paysage. Notre collègue a parlé de l'empilement des structures, donc j'y reviens pas. Elles ont toutes leur sens, je pense, mais elles s'empilent. On a aujourd'hui une réforme qui s'appelle Séraphin PH en vue d'une future tarification. Moi, je suis membre du groupe technique national, donc je la soutiens dans son esprit. Le fait de partir des besoins, de délivrer des prestations, de décrire notre activité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des paradoxes et il y a des... Moi, je suis un peu tiraillé. C'est intéressant, mais il y a une grande crainte, c'est que ça aboutisse à un reporting qui va encore décourager nos salariés s'il faut qu'on décrive de manière très complexe notre activité. Donc, comment on se situe entre les deux ? Je ne vais pas être trop technique, mais aujourd'hui, la filière administrative, puisque je le redis, ce n'est pas du tout un détail de dire qu'elle est en difficulté et qu'elles ne se sont pas revalorisées. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, mais ça crée vraiment un problème de dialogue social important. Je ne parle pas des ressources humaines où les normes s'empilent. Prenons la partie budgétaire, les EPRD. Aujourd'hui, ça demande... Enfin, moi j'ai des collègues à côté de moi, ça provoque des burn-out chez pas mal de comptables chez nous parce que ça demande un travail considérable dont on ne comprend pas le sens. C'est fondé au départ sur une logique hospitalière, puis des personnes âgées, ça vient dans le champ du handicap, du social peu à peu, mais ça génère une charge administrative importante qui ne fait plus sens. Et en fait, plus globalement, là, on va avoir une nouvelle salve de démarche qualité
comment donner sens à cette démarche? Là aussi, moi, je ne critique pas le référentiel qui a été fait comme on pouvait, mais moi, je soutiens très fort ce qu'a dit Dominique Gillot, la question de retrouver la confiance. J'ai bossé dans l'administration pendant une dizaine d'années. Je travaille maintenant dans le secteur associatif, donc je ne suis pas pour l'un contre l'autre. Je vois bien les écarts qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que je ne vais pas multiplier les exemples, parce que je pourrais encore vous dire toutes les difficultés dans lesquelles on est quand on essaie de monter des structures entre médico-sociales et protection de l'enfance, avec deux administrations, le département et l'ARS, qui ne s'entendent pas et qui nous demandent de faire des compromis qui n'ont pas de sens, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire un contrat. La multiplication des CEPOM, chez l'un, chez l'autre, mais pas des CEPOM ensemble. Bref, je ne vais pas faire trop compliqué, mais voilà, je profite de votre présence, monsieur le DGCS, parce que il faut qu'on trouve le moyen de garder de la qualité, mais de décomplexifier. Je crois qu'une trop grande complexité et un empilement de réformes qui toutes ont leur sens individuellement contribuent quand même en cascade auprès des dirigeants, des administrateurs qui, en effet, je pense, se disent que ça devient plus ou moins incompréhensible, ces gestions d'associations. Alors, quand on est sur 3 ou 4 secteurs, voilà. Et voilà, on est dans ce paradoxe, quand on dirige une association, de ne pas être contre la qualité, pas être contre mettre un niveau d'exigence, mais que si on met le niveau d'exigence trop haut, on perd les professionnels et au final, on perd la qualité. Voilà, je n'ai pas la solution, c'est plutôt, je vous fais part de mon tiraillement. Et il a été entendu. C'est un témoignage qui fait un peu écho aussi à celui qu'on a entendu précédemment, c'est-à-dire effectivement cette perte de sens par rapport à ces textes. Et le monsieur le dit bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être avoir son sens pris individuellement, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en question le sens même du texte, mais un phénomène cascade qui à un moment donné noie, perd. Et voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Je pense que monsieur a raison, et moi je partage son tiraillement et ses difficultés. Je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'empilement des dispositifs. Moi j'ai pris mes fonctions le 20 juillet. Mais inutile de vous dire que je n'ai pas encore élucidé la signification de tous les sigles dont je suis abreuvé quotidiennement, les DARD, le CMS, ça, je sais encore comment ça s'appelle, mais il y a un nombre considérable de choses. Je suis encore dans une phase de formation continue sur le sujet, et notamment dans le secteur du handicap, c'est frappant, pour des raisons qu'on comprend, parce qu'il y a des besoins très spécifiques qui impliquent des dispositifs dédiés, et il y a une multiplication de cycles, d'acronymes, et derrière de dispositifs qu'il faut mettre en œuvre. Et puisque Noël Corbin faisait allusion à ça tout à l'heure, on doit aller au Parlement défendre notre texte financier, le PLF et le PLFSS. Moi, je expliquais tout ce qu'on fait de formidable au titre de la sécurité sociale, par exemple. Et c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on fait en matière de handicap ou de grand âge, parce que justement, l'ensemble des mesures qu'on prend se décline parfois, notamment dans le champ du handicap, en toutes petites mesures. On va faire tel dispositif de coordination, tel dispositif en faveur de l'école inclusive, tel dispositif. Et c'est vrai qu'évidemment, du point de vue d'un parlementaire qui a besoin de grandes masses, c'est pas très simple à expliquer. Alors souvent, je dis, regardez, en 2023, on met 1,5 milliard de plus sur le grand âge et les personnes handicapées. Ça, c'est plus parlant. Mais pour revenir à ce que vous disiez, j'ai souscrit. On doit faire aussi cet aggiornamento que nous invitait votre présidente, c'est résister à la tentation de tout réglementer, de tout normaliser. On doit avoir des exigences en termes de qualité. Je pense que, pour le coup, je ne sais pas si la HAS, c'est la bonne victime de votre colère sur ces sujets-là, parce que la façon dont les référentiels sont élaborés, l'objet de ces référentiels, la nature aussi, parce qu'en général, pas toujours, ils se veulent aussi larges que possible, semble-t-il. Je vois celui qu'on vient de faire sur les ESMS de manière transversale, par exemple. Il me semble que c'est quand même des référentiels qui jouent un rôle important. Mais c'est vrai qu'on doit résister à cette tentation de se rassurer à bon compte en édictant sans cesse de la norme qui, en réalité, ne protège pas de grand-chose, soit parce qu'elle n'est pas appliquée, soit parce qu'elle n'est pas comprise, soit parce qu'elle est ignorée. Et pour autant, on ne peut pas se dire que la seule façon de répondre à la qualité, c'est de s'en remettre à la bienveillance et à la bonne volonté des acteurs. Quand bien même on connaît les acteurs, quand bien même on sait que ce sont des acteurs associatifs affiliés à des fédérations comme la vôtre. Donc on doit trouver, et pour le coup, je pense qu'on a beaucoup à faire de notre côté, peut-être, pour simplifier le paysage qu'on a nous-mêmes
contribuer à complexifier et arriver à un point où, pour le coup, si on édicte des normes qui ne sont pas entendues, pas comprises et pas appliquées, en réalité, on n'aura pas protégé personne. Et en même temps, quand on est confronté, je ne vais pas terminer là-dessus, mais peut-être obligé de faire une allusion à ça, à des crises majeures de maltraitance. Alors pour le coup, ça tombe bien parce que c'est un groupe commercial et c'est pas un groupe associatif, mais quand on est confronté à des problématiques de prise en charge, enfin de déni de prise en charge qui atteignent l'ampleur et l'horreur, en réalité, de ce qui a été, par exemple, le scandale Orpea, et je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un Orpea dans d'autres domaines que celui du grand âge et des établissements, on est interrogé, en tant que décideur public, sur ce qu'on aurait dû faire en termes de normes, en termes de contrôle, en termes de vérification, en termes de surveillance, pour que cela n'arrive plus. Parce qu'évidemment, légitimement, les gens sont très choqués, nous les premiers, et quand vous ouvrez le livre de M. Castanet, les Fossoyeurs, que j'imagine vous avez lu, on est terrifié par la duplicité du groupe en question, mais on est surtout accablé par la naïveté de l'État et de l'administration, qui est passé à côté de quelque chose de proprement scandaleux. Donc, la question que vous posez, elle est tout à fait légitime, mais il n'y a pas de réponse simple, et c'est forcément un balancier sans cesse renouvelé et à caler et à régler entre des exigences de qualité, de normes et la volonté de simplifier les choses. C'est pour ça que le monsieur parlait de tiraillement, et on voit bien le tiraillement aussi au sein de votre réponse. Mot de la fin, Benjamin, pour un juste équilibre de la parole, peut-être pour terminer aussi sur cette note internationale, sur peut-être vos attentes et vos besoins aujourd'hui. Je comprends qu'il y a beaucoup d'autres problématiques qui ont été exprimées là. Voilà, moi, déjà, par rapport à tout ce que vous avez déjà fait pour tous les enfants cet été, moi je voudrais vous dire merci. Et puis, pas de leur part des personnes en Ukraine, parce que je suis pas leur porte-parole, mais peut-être le passeur de leur voix et de leurs demandes. Chaque enfant qui pourra être accueilli pour des vacances, chaque classe qui pourra être accueillie pendant quelques semaines pour étudier en présentiel, je sais que ça sera extrêmement apprécié de leur part. J'imagine, je ressens, je sais à quel point ça peut, l'influence sur la vie de ces enfants et de ces familles, à quel point ça c'est aligné avec les valeurs de toutes les personnes qui sont engagées ici, à quel point est-ce qu'il y a une résonance extrêmement forte entre votre mission, vos missions et justement ce que ça leur apporte aujourd'hui. Il y a une urgence de leur part, il y a beaucoup d'autres problématiques aussi. Il y a une urgence qui, elle, est quotidienne pour des centaines de milliers d'enfants. Et voilà, quelles que soient les choses que vous pourrez continuer ou de nouveau faire pour eux et pour elles, je sais que ça sera extrêmement apprécié. Alors d'avance, de leur part ou en me faisant le passeur, merci pour elles et pour eux. Merci Benjamin, et merci à vous. Vous avez bien compris mon sens stratégique de terminer sur cette dernière question et sur une œuvre qui fait consensus, mais en même temps une stratégie positive, car finalement la générosité, c'est aussi ce qui nous allie, ce qui nous réunit tous ici, les uns à côté des autres, comme la qualité de l'écoute et du dialogue. Et c'est ce qu'on a pu tout de même percevoir et provoquer ici aujourd'hui. C'est pour ça que je tenais à ce que la parole puisse circuler au sein de la salle, et j'espère que vous avez tous pu vous exprimer comme vous l'avez souhaité. En tout cas, ici, on vous a répondu. Vous savez, ici, on n'est pas en haut, on est en bas, sur la scène. Et on a répondu à vos questions venant du haut, du milieu et du bas. Merci à vous. Merci pour cette première table ronde. Et on peut applaudir Jean-Benoît Dujeul, Noël Corbin et Benjamin Abdan. Noël Corbin, restez avec moi, parce que je crois que vous avez un petit truc à signer. Restez ici. Je vous retiens pour une petite signature, et j'invite bien sûr Dominique Gillot, puisqu'on va signer ensemble un texte qui va être de partenariat important. Partenariat est avec moi, qui va arriver, Dominique, bien sûr, pour la signature conventionnelle pluriannuelle d'objectifs du ministère de la Culture, qui est un partenariat nouveau, relativement récent, 2017, premier. Alors, on va mettre en scène cette signature, voilà, avec... Mais oui.
C'est là-bas, je crois, la signature. Hein, ça va être là-bas. Allez-y, venez. On vous entend pas, le micro de Dominique. Est-ce que celui-ci, oui, celui-ci marche bien. Voilà. Oui. Je disais, c'est un partenariat assez récent, mais c'est un partenariat déjà solide, parce que les PEPS sont engagés dans des actions culturelles d'émancipation, de participation, comme vous nous y encouragiez. Et je pense qu'on n'a pas encore fini, on a encore des choses à vous proposer. Et notamment, alors moi, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'accès au travail ou le maintien dans l'emploi des personnes du secteur de la culture qui deviennent handicapées ou qui deviennent malades ou qui ont des problèmes, pour qu'ils puissent continuer de travailler comme on le fait dans d'autres secteurs. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir rajouter dans nos travaux. Avec plaisir, parce nous avons un délégué ministériel en charge du handicap au ministère de la Culture. Et la question, évidemment, de l'accessibilité, de toutes les accessibilités des personnes malades ou en situation de handicap, et le maintien dans des fonctions antérieures est aussi extrêmement important. Et moi, je serais très, très partant pour travailler avec vous là-dessus. Comme sur d'autres choses, vous avez été très actifs cet été, justement, sur les propositions pour l'été culturel. On en est ravis et on est très fiers d'être partenaire d'une aussi belle, aussi ancienne et aussi noble fédération. Dominique, je signe pour vous, je vous laisse. Je signe pas pour vous, hein, je vous laisse le faire, hein, tranquillement. Bon, allez, allez-y, oui, voilà, comme ça sera plus officiel. Hein. Et voilà, c'est fait, c'est signé. Merci beaucoup. On n'a pas signé. On n'a pas émargé. On n'a pas émargé, il faut qu'on émarge. On n'a pas émergé. Pardon, oui. Excusez-moi. On a eu Je fais un cœur, c'est pas grave. Non, un petit cœur. Je fais un petit cœur, voilà. Un tout petit. Ouais, dis donc, c'est beau, hein? Ah ouais? Oh là là. Vous m'emmenez dans des beaux endroits, Marie-Coco, là, hein? Ça nous change du diocèse, hein? Ah bah ça, c'est sûr, hein? C'était un peu austère, le diocèse, mais là, franchement, vous avez mis le paquet, hein? La musique, tout à l'heure. La petite batucada. Mais moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait un peu gauchiste. J'aime pas trop. Alors, je fais un petit cœur. Bah, c'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même... on fera avec. Allez, je fais un petit cœur. J'ai eu un doute parce que tout à l'heure, ils ont quand même parlé d'un rassemblement national. Alors, je me suis demandé... Voilà. On a eu peur. Oh non, on a eu peur. Voilà. On a bien j'ai fait mon cœur. Fais ton cœur. C'est bon, parce que là... C'est beau, hein, franchement, tu sais que franchement, toi tu m'as emmené dans un endroit là, c'est un sacré club de rencontres. Hein. Bon, ça y est, on la garde au chaud. Très beau club de rencontres. Là, franchement, effectivement. Bonjour, ça va? Ça va. On te remercie. Super, ça va? Non, mais ça fait... On se fait la bise, hein? Ça on fait plaisir. On n'a pas peur du Covid. Ça va, mon grand? Non. Ça va super bien. T'es bien là, dis donc, toi, hein? Ouais, mais j'ai changé de toutes les places là. T'as fait toutes les places? Je la garde au chaud. Oui. Il y a le pognon. Il y a la thune. Pas dedans, pas encore. Oui, mais ça permet d'avoir le reste, non? Ah, c'est une caution. Ah, c'est une caution. Bon, bah, je vous le rends alors. Oui, prends-le. Sinon, on croyait qu'il y avait le chécos là dedans. Non, c'est dit, il y avait non, il n'y a pas le chèque. Non. Non. C'est pour après. C'est pour après. Vers quelle heure qu'on revienne? Plus tard. C'est pour les copains parce qu'ils ont l'air dans la merde quand même, hein? Ouais. Bah, si. Ouais. On se fait la bise. Ouais, on s'est fait la bise, ça c'est bon. Ça y est, ça c'est fait. Pour l'hébergement, comment ça s'organise? Le cœur c'est fait. Ouais. Bah moi c'est pour rencontrer. Alors, moi je suis venue pour trouver l'amour. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer un hébergement à ces jeunes femmes? C'est le moment où jamais, Gisèle. Ah oui, là, je crois que je vais conclure plus vite que Un prévu. hébergement et l'amour. L'amour. Et l'amour. Oui. Non mais Gisèle, n'oubliez pas qu'ici, j'ai choisi, excusez-nous si vous voulez vous asseoir, vous pouvez. Vous pouvez, allez regardez, là. il y a des sièges, C'est restez pas confortable. debout. Hein, mets-toi quand même. là. Parce que c'est Gisèle. Oui.
normalement ici. Bon, Ouais. j'ai sélectionné, hein, Ouais. parce que bon, c'est vrai que le diocèse, bon, c'était moins... Ouais, ils étaient moins ouverts. Plus, ouais. Bon, pourquoi ouais. ils étaient quand même dans l'enseignement? Parce qu'on Oui. reste dans la transmission Toujours, quand même. toujours, hein. la transmission. Ouais, C'est- ouais. Voilà, eux aussi, ils ont des C'est vrais très- problèmes et des vraies questions. Oui, hein. oui, mais eux ils disaient les pauvres tout le temps. Hein. Ouais, les ça, c'est pauvres, vrai. les pauvres, les pauvres. Là ils appellent pas les comme ça. Non. Non, ils disent pas la même chose. Non, c'est non, vrai. ils disent les gens. Bah d'accord. Ok. Ouais. Ils les Mais moi, je appellent les pas ai comme ça. sélectionnés parce que, Oui. parce que je pense que là, il y a toutes les couches possibles. C'est vrai. Sociales, Ah regarde. oui. Ouais. Il y a voilà, il y a les sachants. Voilà. Et il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup de sachants. Ouais, il y a des sachants. Et, ouais. et les autres, on ne sait pas encore. Non. Non. On ne Hein. sait pas encore parce qu'il ne faut pas... Non, non, on ne sait pas qui il ça faut- il faut va. pas ça. Mais qui ça va être. Mais Ouais. ça nous a revigorés. Hein, Ah bah ça là, ça- moi je me dis là, je vais enfin trouver. Mais oui, parce que ils acceptent tout le monde. Alors moi Oui. j'ai une chance. ils sont solidaires. Ah ouais. Et puis inclusifs, donc les gros, Ouais. les petits, Les prix, on a- ça devrait marcher. Là on a une chance de conclure. Hein, Voilà, c'est franchement. bien. Mettez-vous bien. Ah oui, je vais me mettre comme il faut. Je quand pense même. qu'il y a moyen. Hein. Ah ouais, ouais. Là, J'espère que là ça va prendre. Hein. Moi ce que j'aimerais bien, vous voyez, c'est par exemple c'est un médecin. Ah oui, vous avez Ouais. déjà tout de suite des objectifs. Ouais, parce qu'un médecin, il dirait ah, comme ça je marcherais, comme ça il dirait ah, mais c'est la femme du docteur Marbella. Moi je dirais oui. Comme ça serait chic. Ça serait chic. C'est vrai, Ouais. vrai que ça met un Ça- certain niveau de Ouais, reconnaissance. C'est valorisant. Ouais, c'est valorisant. Alors bon, là Alors- si j'étais, je prends par exemple un éducateur, Ouais. et ben personne dira ah tiens c'est la femme de l'éducateur machin. Ça marchera pas. Non. C'est Faut- vrai que ça pose question. Bah, hein, c'est quand pas même. bien valorisé. Bah non, c'est Non, vrai, non, c'est vrai, dans c'est les- pas, c'est- Par c'est les pas gens, vraiment. non. Oui, mais c'est Ouais. quand même des gens qui ont le sens de l'engagement. Et Alors- quand même, on veut des gens qui s'engagent. Ah bah nous on veut des gens qui s'engagent, bien Mais oui. sûr, hein, qui nous Bon, font. ils ont l'air un peu fatigués, mais Ouais. c'est pas grave. Ah, ils sont tiraillés. Ah ouais, ça, ils sont Complètement c'est vrai. tiraillés. Ils ont une main ici, l'autre main ici. Ils sont complètement perdus. Ah hein. ouais. Non, Là, mais il va ça, on falloir, a vu. Mais c'est pas ouais. grave parce que nous, comme on est venus chercher du sens, Ouais. peut-être qu'ensemble, On comme va on va se trouver- rencontrer, on va mettre du sens. On va finir par Hein trouver on, du on va sens. on va se cohésionner ensemble. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein C'est bien? Ça vous plaît? Mais il y a des motivés encore. hein. Ouais, là ils sont motivés. Oh, à fond. mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gisèle, Oui. parce qu'il paraît qu'après, Oui. il va y avoir des hommes d'action. Oula, là ça va Si, envoyer. si, allez, parce qu'il y, y a ceux qui pensent, Ouais. oui, qui font qui prévoient des trucs, Voilà. ils pensent là-haut. Là-haut. Mais après, il y a ceux qui sont sur le terrain, là, Au contact. dans le cambouis. Ouais. Là ça va y Et, aller. et là, c'est autre chose quand même, ça. Ouais. hein. Peut-être ils seront aussi très fatigués. Encore. On sait pas. On sait pas. On va sait- les. mais on y croit qu'ils vont... Ouais. Non, parce que nous, ça... Ouais. Quand Enfin, même, on est hein. prête. Nous, on est disponible. Voilà. On va s'inscrire au forum. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de forums Voilà. ouverts. Là, on va bien s'inscrire. N'hésitez pas à nous téléphoner. Hein, Ou à venir. Vous venez. vous venez nous rencontrer Ouais. pour échanger, parler Ouais. d'expérience. Ah ouais. J'espère qu'ils sont chauds, eux, hein. Eh. C'est parce qu'ils ont envie de communier avec nous. Oh, ils veulent communier. Oui. Attractive. Ah, bah, c'est- à fond. Ah ouais. Ah, mais moi, je suis hyper attractive. Calme-toi, Gisèle. Oui, pardon. Tu t'emballes. Ouais, je suis hyper attractive. Ah, nous, on est sur l'attractivement Ouais. des territoires. Non, hein. n'hésitez pas, hein, franchement. Hein, et vous aussi, j'espère qu'on va matcher. oui. Hein. Là, waouh, lui, il est Non, bien, mais- lui. Il oui, est moi, bien, j'ai j'aime eu bien, lui. un petit coup de cœur avec Benji. Ah ouais, mais parce que lui, il habite dans une région, c'est la terre, c'est la mer, c'est la campagne. Ouais, il y a tout. Il a Et- des baraques partout, le mec. Et puis, il aime bien manger. Ouais, il est bien, lui. Nous, on a repéré que lui, il a Ouais. le sens il a Ouais. le sens du goût. Ouais, il est bien, lui. Hein, ouais, c'est super. Moi, il est où, Benji? Mais Je bon, sais pas, ça, il s'est est parti, sauvé. lui, il est parti, hein. Il est vachement occupé, le mec, hein. Ouais, non, Il mais est j'ai eu pas- un petit coup de cœur parce que lui, il aime bien s'occuper des enfants. Alors ça, tu vois, faut penser Ça, à l'avenir. bah oui, bah ça t'a Lui, il les porté. envoie en vacances. Il est, tu vois, non, mais il fait ça des m'a tas de touché. trucs. Ouais, il fait des tas de Bon, trucs. ça Mais les vous partis- dit, ça oui. vous dit, Oui, parce que là, c'est les hommes de l'action. Ouais, alors les nous, G.I. Joe nous, du on- médico-social. Nous, on a trop envie de voir Ouais. ça quand même. Hein, Ouais. ça nous motive. Ça nous motive, on se met là. Eh oui. On va rester pas loin au cas où vous voulez nous rencontrer.
Voilà. Hein, c'est le sens des rencontres. On te laisse. Revenez quand vous voulez. Hein, D'accord. c'était super sympa. Ouais. Voilà, vous êtes ici chez vous. Voilà. D'accord. Oh, faut pas trop le dire vite parce qu'on aime beaucoup le marbre et le cuir. Hein. Ouais, non, c'est très sympathique. Ah oui, c'est pas D'accord. mal. Non, c'était super. Vous Super. revenez une On fois va- ou on maintes y et va. maintes Allez, fois. On laisse Maintes pas et maintes traîner, fois. on Ben laisse oui. pas traîner, on Allez. y Ou va. maintes et une fois, qui est le nom de ce collectif.